Alors, on va passer à la création de la fiche société. Je pense qu'on n'a pas partagé le lien, mais je vous l'enverrai plus tard si vous voulez. On n'a pas partagé le lien. Hop. Alors, on va créer, dans notre cas pratique de la journée, on va créer une boulangerie. Donc, SARL au bon pain, hein, j'espère que le point il est bon. Alors, l'enseigne, la raison sociale, je l'ai renseignée parce qu'il fallait bien un nom au dossier que j'ai créé. L'enseigne, c'est si jamais l'entreprise a un nom commercial, ce n'est pas une information obligatoire. L'adresse, je vous laisse renseigner l'adresse de votre choix. Alors, je vais vous dire 56, allez, je vais vous dire 56, avenue du Général de Gaulle. Le code postal 75016. Faites entrée ou tabulation. Voilà. Donc, normalement, la ville se met automatiquement et le code INSEE aussi. La forme juridique, vous avez une plante un peu plus à droite pour la forme juridique. Donc, il faut le sélectionner. Alors, pour renseigner la forme juridique, vous avez une petite flèche. Exactement. Donc, vous sélectionnez en fonction de la forme juridique de l'entreprise. Alors, on peut prendre, c'est une SARL, hein, je pense. Est-ce que Hélène, tu as le numéro de la forme juridique d'une SARL? Alors, cette information-là, lorsque vous montez un dossier, vous pouvez la retrouver sur répertoire Sirène. Donc, si vous renseignez le SIRET de votre entreprise sur répertoire Sirène, vous aurez ce numéro-là, c'est 54, je ne sais plus quel est le numéro pour les SARL. Tu l'as, Merlin? Merlin? Je suis là, je suis là. Je suis en train de regarder rapidement. D'accord. Ce sont des choses que je retiens pas forcément. C'est le 5710. Alors, vous fermez, je vous laisse fermer là, et vous tapez 5710. C'est une SAS, mais... Ah, bon, c'est pas grave. Notre cas, c'est SARL, mais bon. C'était juste pour vous montrer que ce numéro, cette information, vous le retrouvez sur le répertoire Sirène, hein, le résumé de l'entreprise. Si vous voulez savoir, soit vous faites toute la liste déroulante, ce qui peut être long, mais soit vous allez chercher l'information sur le répertoire Sirène et vous l'avez. Alors, on va renseigner le SIRET de l'entreprise. 421. J'avais pas activé mon micro, mais c'est 5410. 5410, ok. À la place de 5710, vous pouvez mettre 5410, s'il vous plaît. Non, c'est pas celle. Bon, c'est pas grave. Alors, essayez 5499. Ok, c'est ça. Okay. Alors, on revient au SIRET. Merci Hélène. On revient au SIRET. 421, 356, 652, 00021. Voilà, ça c'est pour le SIRET. Le pseudo SIRET, ça c'est optionnel, on n'a pas besoin de le renseigner. Le numéro FINES, c'est la norme de DSN depuis janvier 2022. C'est une information qui est obligatoire pour les entreprises du secteur médical. Donc, si dans vos dossiers, vous avez une entreprise du secteur médical, vous avez l'obligation de renseigner ce numéro FINES. Dans notre exemple d'aujourd'hui, on est sur une boulangerie, donc cette information ne sera pas renseignée. Alors, en dessous, code NAF 1071C. C'est pareil, hein, c'est des informations que vous retrouvez sur le répertoire Sirène ou sur société.com. 1071C, vous avez mis un 7 à la fin. Le dernier 7 et vous mettez C. Voilà, boulangerie, on est bon, on descend.
Excusez-moi. Je voulais savoir, on avance en même temps que vous ou on le fera par la suite quand vous enverrez le résumé? C'est comme vous souhaitez. Hum. Si vous souhaitez avancer en même temps, vous le faites, ou sinon, vous pourrez toujours le faire dans la semaine, vous garderez les accès. D'accord, très bien, super, merci. Alors, on va plus bas. Excusez-moi, Oui, si on ne le fait pas, vous allez nous envoyer en fait une vidéo avec l'enregistrement et tout, c'est ça? oui, je vous Ah, l'enverrai. Mais Merci. pour éviter d'être interrompu, est-ce que vous pouvez mettre vos questions dans le chat? Parce que mes D'accord. collaboratrices ont la réponse. Ça y est, merci, c'est bon, j'arrête. Alors, on va descendre. On va descendre. Alors, vous pouvez descendre pour qu'on avance sur la fiche société. Hop, hop, pas trop bas, pas trop bas. On remonte. Alors, là, on a renseigné le SIRET, l'adresse, le téléphone. Donc, si vous pouvez renseigner le numéro de téléphone de votre client, hein, si vous souhaitez le retrouver là, pour renseigner le numéro que vous souhaitez, 01 47 22 53. Renseignez quelque chose, comme ça on aura un dossier qui aura un numéro. Le 01 44 82 50 50. C'est le numéro de mon ancien patron. Ouais, vous pouvez l'appeler. Vous dites bonjour de ma part. Alors, le fax, si vous l'avez, et ensuite l'adresse email, renseignez, c'est pareil, hein, celle que vous souhaitez renseigner la vôtre, ou la même, allez, contact, mettez contact@isoconseil.com. ISO, YSO, s'il vous plaît. YSO-6 conseil au pluriel.com. Alors, contact@ISO. Ce que je vais faire, c'est que je vais demander le contrôle pour pouvoir prendre la main sur certains. C'est pas grave, mettez l'adresse que vous voulez, ça n'a pas de grande importance. Il ne faut pas qu'on perde de temps sur des sujets qui ne sont pas pertinents. .com. Site web, ce n'est pas obligatoire. Ensuite, on a employeur signataire. Site web, pays, lieu d'activité, ça c'est si le lieu d'activité est différent de la France, hein, parce que par défaut, ça mettra la France. L'employeur signataire, c'est... Alors, n'hésitez pas à écrire si vous avez des questions. Je vois que ça fonctionne bien, donc OK. Alors, l'employeur signataire, c'est la personne qui est signataire, hein, de l'entreprise. Donc ça, c'est une information que votre client doit vous communiquer. Je vous laisse renseigner l'employeur signataire, vous la civilité, vous renseignez. Monsieur Boulanger, non? Boulanger Gérard, c'est pas mal. Alors, qualité. Dans une SARL, le mandataire est souvent un gérant. Si ça avait été une SAS, ça aurait été président, et pour président n'est pas présent dans la liste. Donc, vous aurez sélectionné. Alors, revenez sur la liste déroulant de la qualité, s'il vous plaît. Donc, ça aurait été un président. Président ne fait pas partie de la liste. Vous sélectionnez le dernier autre, et là, vous aurez la possibilité de saisir président. Donc là, dans notre cas, une SARL, le mandataire social est un gérant. C'est bon, on peut passer à la personne à contacter. La personne à contacter, c'est soit vous, le gestionnaire de paye, si vous êtes prestataire paye, et c'est comme son nom l'indique, hein, c'est la personne à contacter par les organismes, parce que très souvent, c'est ce nom et ce numéro qui apparaîtra pour la CPAM, et c'est ce nom-là, c'est à ce niveau-là aussi que le Pôle emploi prenait l'information pour savoir qui appeler en cas de souci sur l'attestation pour l'emploi. Parce que si vous vous souvenez de l'ancienne version, puisque ce n'est plus la même, je pense que l'actuelle aussi, en bas, en dessous de l'attestation de Pôle emploi, il y avait
un emplacement prévu pour personne à contacter qui est souvent différent de l'employeur de la personne signataire. Donc, la personne à contacter, c'est une information à renseigner. Bon, si vous ne l'avez pas là, ce n'est pas très grave. Hein, ce n'est pas bloquant sur la gestion du dossier. Et par défaut, le SILAE affecte le collaborateur paie. Donc, soit vous renseignez, soit on va plus loin pour essayer d'avancer et voir le maximum de sujets ce matin. Alors, on va laisser la personne à contacter, on va passer aux conventions collectives. Alors, convention collective, vous avez une petite flèche. Vous avez une petite flèche là. Pareil, exactement. Donc, soit la convention collective, vous la connaissez, vous la saisissez, vous n'avez pas besoin de la flèche. Soit vous faites une recherche par code NAF et cela va vous proposer la liste des conventions collectives dont peuvent dépendre le code NAF que vous avez renseigné. Donc, on a renseigné le code NAF 1071C. Donc, si vous faites rechercher, cela va vous proposer toutes les conventions collectives. Voilà. Bon, il n'y en a pas beaucoup, heureusement, il y a des cas où il y en a plus. Donc, nous, dans notre cas, on va prendre la première proposition, boulangerie, pâtisserie, entreprise artisanale. Le premier, là, on est en Guyane, je ne sais pas. Voilà. Si vous avez plusieurs... Alors, non, on n'a pas terminé, j'avais juste une petite chose à rajouter. Toujours sur les conventions collectives, vous pouvez remonter un petit peu plus haut, s'il vous plaît. Toujours sur les conventions collectives, sur la droite, vous avez avenant, application immédiate. Parce que lorsque les syndicats négocient des avenants, souvent sur la modification du salaire, par exemple, pour ne citer que cet exemple, l'avenant n'est appliqué immédiatement qu'aux entreprises qui adhèrent au syndicat. Donc, SILAE, ils ont un service de juristes qui paramètrent les dossiers, qui paramètrent les conventions collectives en fonction du minimum légal, on le verra avec les fiches salariés, tout ça c'est prévu. Mais lorsque un syndicat, pour prendre l'exemple de la boulangerie, lorsque le syndicat de la boulangerie négocie une augmentation des minima conventionnels, ce n'est applicable que lorsque l'avenant est étendu. Néanmoins, les entreprises qui adhèrent à un syndicat, les avenants leur sont applicables tout de suite. Et pour que SILAE, sur vos dossiers, applique les avenants dès leur négociation, il faut cocher application des avenants. Vous avez la petite case là. Exactement. Vous avez cette petite case-là que vous devez cocher. Dans notre exemple, on va le laisser cocher. Vous avez cette petite case-là que vous devez cocher qui fait en sorte que les avenants paramétrés par SILAE soient appliqués automatiquement dans votre dossier ou pas. Vous pouvez renseigner le syndicat sur la droite si vous souhaitez, si vous l'avez, mais ce n'est pas vraiment obligatoire. L'essentiel, c'est d'avoir la bonne convention collective et d'avoir coché si oui ou non on souhaite l'application immédiate, des avenants. Alors, en dessous, on va descendre paramétrage de paye, durée hebdomadaire du travail. Bon, par défaut, c'est 35 heures. Si vous êtes dans une entreprise qui a une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, vous la renseignez. Il faut savoir que cette information est reprise également dans l'attestation de Pôle emploi. Congés payés. Le mois de clôture de congés payés. Alors, je ne me souviens pas de votre prénom, Madame H. Mais si vous trouvez que je vais vite, parce que tout le monde ne peut pas parler en même temps, mais vous pouvez me dire. Si vous trouvez que ça va trop vite, vous me dites. Alors, congés payés. Le mois de clôture des congés payés, par défaut, c'est le mois de mai. Mais effectivement, vous le savez, il y a des entreprises qui clôturent les congés payés par accord d'entreprise au mois de décembre. Donc, je pense que dans 80% des cas, on est à clôture des congés payés au mois de mai. Sur la droite, vous avez deux cases. Désactiver l'arrondi automatique du total des congés. Donc, vous savez qu'à la clôture des congés payés ou en cas de sortie d'un salarié, les congés payés sont arrondis à l'entier supérieur. Ce n'est pas à l'entier le plus proche. Donc, si un salarié a 2,1015, automatiquement, les congés payés sont arrondis à l'entier supérieur. Vous pouvez le désactiver. Ce n'est pas légal, mais vous avez la possibilité de le faire et c'est à ça que sert cette case. La première case, désactiver l'arrondi automatique du total de congés. En dessous, report automatique du solde de congés payés. Si cette case n'est pas cochée, à la fin du mois de mai, tous les congés non pris sont perdus. Normalement, la loi l'autorise, mais mon conseil personnel, c'est de toujours garder cette case cochée. Surtout pour ceux qui sont gestionnaires de paye en cabinet comptable. On a plusieurs clients
et c'est parfois très compliqué de devoir leur expliquer pourquoi est-ce que le salarié va venir râler. Donc, pour la paix d'esprit du ménage et de ma vie, je préfère cocher cette case. Ça se reporte automatiquement et libre au client de me demander de ne pas reporter. Mais par défaut, c'est mon choix personnel après. C'est vous qui décidez comment vous gérez vos clients. Mais moi, mon choix personnel, c'est de reporter par défaut parce qu'il est compliqué de justifier que le salarié n'a pas pris ses congés parce qu'il n'a pas souhaité. On sait très souvent que ce n'est pas le cas. Donc, par défaut, vous cochez cette case et si le client ne souhaite pas que les congés soient reportés, il vous le dira. Il vous justifiera déjà parce qu'il faut justifier que le salarié n'a pas souhaité prendre ses congés pour pouvoir les lui sucrer. Alors, en dessous, RTT, c'est le même principe. Hein. Le mois de clôture, la valeur d'une journée de RTT par défaut, c'est 7 heures. Donc, dans certaines entreprises, une journée parce que les RTT se prennent en jours et il faut bien les valoriser. Donc, par défaut, c'est 7 heures et vous pouvez modifier pour la gestion de vos dossiers. Juste un petit rappel, ça paraît évident, mais ça va être toujours mieux en le disant. Les informations renseignées dans la fiche société vont affecter tous les salariés. Mais vous aurez toujours la possibilité pour certains paramétrages de renseigner une information différente au niveau du salarié. Là, on est vraiment sur la fiche société. On renseigne les informations générales de l'entreprise, mais il y a la règle, il y a des exceptions. Donc, ce qu'on renseigne là pour certains salariés, dans certains sujets, parce que tout n'est pas personnalisable par salarié, mais dans certains sujets, on pourra toujours le préciser ou le modifier. Donc, c'est pareil pour les RTT. Les RTT, c'est l'inverse. Je pense que généralement, les RTT ne sont pas reportés automatiquement. Donc, cela, c'est mon choix personnel. Après, libre à vous de fonctionner différemment. Je ne coche pas le report automatique des RTT. Alors, ensuite, repos, mois de clôture des repos. Bon, ça c'est pour les repos compensateurs. Que les salariés qui ont fait des heures supplémentaires au-delà du contingent, ils ont droit à des repos compensateurs en fonction de l'effectif de l'entreprise. Et ces repos compensateurs, il y a un mois de clôture pour le calcul du déclenchement de ces repos-là. On va plus bas, le forfait jour, c'est pareil, hein, le mois de clôture de forfait jour, un salarié qui a 218 jours, c'est le plus classique. Il faut bien un mois à partir duquel le compteur commence à courir. Horaires de l'établissement. Donc là, on va renseigner les horaires par défaut de l'établissement. Ils vont se renseigner par défaut sur chaque salarié, mais bien évidemment, on pourra sur chaque salarié aller modifier et dire que tel salarié n'a pas les horaires de l'établissement, il en a d'autres. Les horaires de l'établissement, je vais vous proposer pour cet exemple. Alors non, dans notre exemple, l'entreprise n'est pas fermée, elle est fermée le lundi et le mardi. C'est une boulangerie, ils n'ont pas les horaires de bureau. J'ai volontairement pris cet exemple-là pour que dans le cas pratique, on travaille les heures de dimanche et les heures de nuit. Donc, les horaires de notre établissement, c'est du mercredi au dimanche. Donc, je vous laisse renseigner en heures travaillées, 7 heures, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. La petite case heures travaillées. Vous la voyez? Mercredi plus bas. Non, non, pas celle-là. Ça, c'est une grille. Parce qu'on peut paramétrer une grille, oui. Plus haut, un petit peu plus haut. Mercredi, vous voyez mercredi? Juste en dessous, vous écrivez, voilà. Juste en dessous. Légèrement en dessous, voilà. Vous renseignez 7 heures, exactement. Et vous le faites pour tous les jours de la semaine jusqu'à dimanche. C'est jeudi, 7 heures. Vendredi, 7 heures. Arrêtez-vous là, s'il vous plaît. Sur votre clavier, tapez la touche F12. C'est juste un raccourci clavier que je voulais vous montrer. Hein. Donc F12, c'est F12 ou F2? Je sais plus, je vais vous montrer un truc que je ne maîtrise pas. F2. Normalement, le raccourci clavier F2 vous permet de recopier. Bon, c'est pas grave si vous n'arrivez pas. Renseignez 7 heures samedi, 7 heures dimanche. 7 et 7. Voilà. Et ensuite, vous cliquez sur calculer les heures payées. Et voilà. Donc, SIDAI a calculé les heures normales renseignées en dessous, heures payées, les heures renseignées en dessous, c'est les heures qui seront prises en compte lorsque le salarié sera absent. Puisque si un salarié, je vais m'étendre sur le sujet lorsqu'on sera sur la fiche salariée. Pour l'instant, je m'arrête là. Je ne vais pas gagner les étapes. Donc, voilà comment vous pouvez renseigner les horaires. Mais n'oubliez surtout pas de cliquer sur calculer les heures payées. N'oubliez pas. Vous renseignez les heures en haut.
et vous cliquez sur, exactement, vous cliquez sur calculer les heures payées, ça vous génère, si on avait eu des heures supplémentaires, mais bon, ça, on reviendra dessus quand on sera sur la fiche salariée, mais pour l'instant, retenez que vous devez cliquer sur calculer les heures payées. N'oubliez pas, j'insiste, parce que si on ne le fait pas, il y a des conséquences par la suite. Dans la fiche société, peut-être pas, mais dans la fiche salariée, si on oublie cette étape, il y a des conséquences, notamment au niveau du calcul des absences. Donc, on va aller, puis on va avancer sur la fiche société. Je vous laisse descendre. Le bas. Hop, stop. Suivi du contingent annuel des heures supplémentaires. Je vous conseille de cocher. Suivi du contingent, c'est pour que tout à l'heure, on a parlé des repos compensateurs qui sont déclenchés. Si on souhaite que ce déclenchement se fasse automatiquement, il faut avoir coché cette case pour demander à SLAI de gérer de manière automatique le suivi du contingent des heures supplémentaires. Parce que pour rappel, un salarié qui effectue des heures au-delà du contingent d'heures supplémentaires bénéficie d'un repos en plus du fait qu'on les lui est payé. Et sur le nombre d'heures de repos dont il a droit, c'est en fonction de l'effectif de l'entreprise. Et pour que ce repos compensateur soit généré, il faut demander un suivi annuel des heures supplémentaires. La case d'en dessous, je la coche également. Saisie manuelle des heures d'absence. Alors, à quoi elle sert cette case? Lorsqu'un salarié est absent, dans la fiche salarié, il est prévu un salarié absent le mercredi. Pour reprendre notre exemple, il est prévu qu'il est censé faire 7 heures le mercredi. Donc, si je le mets en absence le mercredi, par défaut, le logiciel lui déduira 7 heures parce qu'il a l'information comme quoi le salarié est censé travailler 7 heures ce jour-là. Saisie manuelle des heures d'absence. Cocher cette case nous permet tout simplement de modifier la valeur qui sera calculée par défaut par SLAI. Et ça, on peut... Oh, ma batterie est pleine. Et ça... Hop, excusez-moi, je vous dis, mon ordinateur. Hop. Alors, où en était-je? Donc, lorsqu'un salarié est absent une journée, par défaut, SLAI ira retirer, pour reprendre notre exemple, il ira lui mettre 7 heures d'absence. Mais il peut arriver qu'un salarié soit absent qu'une demi-journée. Donc, saisie manuelle des heures d'absence, c'est tout simplement pour avoir la possibilité manuellement, au moment de saisir l'absence, de dire « je ne veux pas que la déduction automatique se fasse. Moi, je souhaite ne déduire que 3 heures. Je ne souhaite ne déduire que 2 heures. Ça peut être tout simplement un retard que je souhaite déduire. Donc, c'est pareil. Je vous conseille de cocher saisie manuelle des heures d'absence. Je reviens sur mon sujet de début de formation en disant vous n'aurez peut-être pas dès le début besoin de créer la fiche société, mais vous avez besoin de voir toutes ces choses-là. Si vous saisissez l'absence d'un salarié et que vous n'avez pas la main pour renseigner le fait qu'il n'a fait que 2 heures plutôt que des 7 heures, que cela va déduire automatiquement, vous saurez qu'il faut aller dans la fiche société et cocher cette case et avoir désormais la main pour modifier le nombre d'heures déduit automatiquement. Alors, en dessous, activité journalière. C'est quoi l'activité journalière? L'activité journalière, c'est la possibilité pour les gestionnaires de paye, les personnes qui traitent la paye, de saisir un calendrier. Voilà, c'est comme ça que je vais l'appeler. Parce que lorsqu'on fait des payes, lorsqu'on saisit des variables, pour nous, les gestionnaires de paye, je vais parler de ce que nous, on vit au quotidien, on a des clients qui calculent eux-mêmes les heures supplémentaires et qui nous les communiquent. Donc, ils disent le salarié X a fait 5 heures, enfin, il a fait 10 heures supplémentaires à la semaine. Si on a la chance qu'ils nous communiquent le détail semaine par semaine, parfois ils nous disent qu'ils ont fait 20 heures le mois. Donc, on saisit les heures. Mais on a d'autres clients, pour ceux qui gèrent la boulangerie, d'ailleurs, qui nous envoient le calendrier du salarié. Lundi, il a fait 6 heures. Mardi, il a fait 7 heures. Mercredi, il a fait 8h30. Le lendemain, il était absent. Donc, si on souhaite, on peut prendre notre petite feuille calculatrice et on le fait à la main. Et on a aussi la possibilité de saisir tout ce détail jour par jour dans les éléments variables du salarié. On le verra plus tard. Mais c'est juste pour vous dire c'est quoi l'activité journalière. Donc, l'activité journalière, on l'active ou on la désactive. Par défaut, elle est désactivée. L'activité journalière, c'est la possibilité de saisir l'activité du salarié jour par jour.
on le verra en détail dans la fiche salariée et quand on se dira les variables. Donc, c'est ça l'activité journalière. C'est la possibilité, lorsqu'on prépare nos salaires, c'est d'avoir le calendrier du salarié qui s'est activé, sur lequel on peut renseigner. Lundi, il a fait 7 heures, mardi, il a fait 8 heures, mercredi. En général, les salariés mensualisés, on n'a pas besoin de le faire. Le salarié a son horaire mensualisé. S'il est absent, on enlève. S'il fait des heures supplémentaires, on les paye. Mais dans certaines activités, l'horaire est tellement variable qu'on est obligé de le gérer jour par jour. Et dans ce cas, on active l'activité journalière. Donc, on va la laisser par défaut. Mode de saisie classique, hein, découpage du calendrier. Le calendrier peut se découper à la semaine ou au mois. La semaine peut commencer un lundi ou un mercredi parce que dans notre exemple, la boulangerie est fermée lundi et mardi. Donc, on peut choisir que notre calendrier, en cas de saisie d'activité journalière, est du mercredi ça finit quand mercredi? Mercredi au mardi. C'est du mercredi au mardi. Donc, on peut choisir ça. Comme vous le savez, les heures supplémentaires se calculent la semaine civile. Donc, il faut bien définir quelle est la semaine civile, quelle est ma semaine civile dans mon entreprise. C'est très bien. En dessous, on a les jours fériés. Si l'entreprise travaille les jours fériés, vous devez le cocher là. Pour que le jour férié se déclenche, ça, on est vraiment en traitement automatique. Pour que le jour férié se déclenche automatiquement sur vos salariés, si jamais la convention collective prévoit la majoration du jour férié, ça c'est un autre sujet. Parce qu'il faut savoir que toutes les conventions collectives ne prévoient pas la majoration des jours fériés. J'ai pas mal de personnes qui me contactent pour dire que pourquoi est-ce que le jour férié ne se déclenche pas. La première étape, c'est d'aller vérifier si la majoration est prévue dans la convention collective. Donc, pour revenir à notre sujet, si votre entreprise, on est dans la boulangerie, donc le jour férié est majoré, pour que la majoration du jour férié se déclenche automatiquement au moment du calcul du bulletin, il y a 2 étapes. Premièrement, ça doit être coché dans la fiche société et également dans la fiche salarié. Donc, si c'est coché dans la fiche société, par défaut, c'est coché pour tous les salariés. Si vous avez un salarié qui n'a pas travaillé le jour férié, vous allez décocher dans sa fiche salariée à lui. Donc, si vous avez un seul salarié, c'est vrai que ce n'est pas très pratique, mais si vous avez un seul salarié qui a travaillé le jour férié, vous devez d'abord cocher dans la fiche société et ensuite aller décocher pour ses collègues qui n'ont pas travaillé le jour férié. C'est comme ça que le jour férié, la gestion automatique du jour férié fonctionne dans CEDAI. Après, vous pouvez le faire de manière manuelle. Ça, c'est si vous voulez que le calcul se fasse automatiquement en fonction de l'heure prévue pour le salarié ce jour-là. Mais en gestion manuelle, vous pouvez très bien appeler un profil de prime de majoration fériée et payer sans que ça ne se fasse de manière automatique. Donc, si vous souhaitez la gestion automatique, les jours fériés, vous le cochez dans la fiche société et ensuite vous allez les cocher dans la fiche ou décocher dans la fiche salariée. En général, les boulangers travaillent les jours fériés. Hein. On ne va peut-être pas coucher le premier, la fête du travail, mais au moins les autres, les salariés. Non, le jour de l'an, ils commencent à préparer la galette. Et en général, les boulangers travaillent pas mal les jours fériés. Et voilà. Alors, la journée de solidarité. La journée de solidarité, comme vous le savez, aussi bien pour moi si ce n'est plus, ce n'est plus le lundi de Pentecôte. La journée de solidarité peut être faite n'importe quel jour n'importe quel jour férié de l'année, excepté le 1er mai, bien évidemment. Donc, déjà, en plus, j'ai un boulanger qui est fermé le lundi. Donc, il y a de faibles chances que sa journée de solidarité soit le lundi de Pentecôte. On mettra peut-être la sanction. Ça sera la journée de solidarité de l'entreprise. Voilà. Et quand vous mettez que la journée de solidarité est faite, faites aussi attention parce que ce n'est pas le fait. Enfin, la journée de solidarité, il faut bien cocher si c'est travailler ou pas travailler parce que le résultat derrière n'est pas le même. Si la journée de solidarité n'est pas travaillée, il faut décocher qu'elle n'est pas travaillée parce que l'impact derrière n'est pas le même. Alors, on va descendre. Fractionnement des congés payés.
j'en profite aussi pour faire des petites, parenthèses sur, la formation en paie, le fractionnement des congés payés. Hein, c'est si j'espère que je ne me trompe pas, si le salarié n'a pas pris 12 jours de congé entre le 1er mai et le 31 octobre, entre le 1er mai et le 31 octobre, le salarié doit prendre au moins 12 jours de congé. Et s'il n'a pas pris ces 12 jours, il a droit à un congé de fractionnement en fonction du solde qui lui reste. Voilà, je crois que c'est ça. Mais bon, entre nous, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui le font. Donc, si vous avez une entreprise qui gère le fractionnement, vous cochez là, et puis ça se gérera automatiquement. Mais je le dis entre nous, il y a beaucoup de choses comme le fractionnement qui sont prévues par la loi, qui sont très compliquées à mettre en place et que les entreprises ne mettent pas forcément en place. Mais bon, je pense que CEDAI a quand même prévu le maximum de choses et c'est à vous de choisir si vous les appliquez ou pas. Moi, je n'en connais pas beaucoup qui le font. Je ne devrais pas l'avouer, mais c'est le cas. Mais si vous souhaitez le faire, ou bien vous avez des clients qui le font, vous cochez cette case. Et ça pourra être géré. Vous choisissez le mois de début, vous choisissez le mois de fin. Je vais mettre mon téléphone en silence. Gestion des contrats à durée déterminée. Paiement mensuel de l'indemnité de précarité. Donc, si vous souhaitez que pour tous vos contrats à durée déterminée, pour tous vos CDD, que l'indemnité de précarité soit payée mensuellement, vous cochez cette case. Ce que je déconseille fortement, parce que payer mensuellement l'indemnité de précarité, on ne peut pas savoir à l'avance pour quel motif le CDD sera rompu. Si c'est un abandon de poste, si vous avez proposé un CDI, le salarié a reçu. Il y en a qui le font, mais bon, disons que c'est pas très intéressant de faire ça, parce qu'une indemnité de précarité versée, on aurait du mal à récupérer. Mais si vous souhaitez, hein, chacun fait comme il souhaite, si vous souhaitez payer mensuellement l'indemnité de précarité pour tous vos salariés de votre entreprise, vous le cochez là. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, les informations renseignées là, par défaut, seront affectées à tous les salariés. Mais ça ne signifie pas que, si vous, pour reprendre cet exemple, si vous ne cochez pas sur la fiche société, vous pouvez pour chacun de vos CDD choisir si vous payez ou pas. Ça, c'est vraiment si c'est une règle dans l'entreprise et que vous souhaitez que ce soit appliqué à tout le monde. Paiement mensuel des indemnités de précarité, paiement mensuel des indemnités de congés payés, c'est pareil, hein, si vous souhaitez le payer mensuellement, mais à savoir que dans chaque fiche salariée de vos CDD, vous pourrez à nouveau faire ce choix individuellement pour chacun de vos CDD. Si l'entreprise, alors on va passer à l'onglet suivant, gestion des tickets restaurants. Donc si l'entreprise gère les tickets restaurants, vous cochez cette case. Hein. Après, il faudra quelque part dans le paramétrage, je ne vais pas vous montrer aujourd'hui parce que ce n'est pas le sujet de la formation. Si vous souhaitez, si vous distribuez les tickets restaurants, il faut bien renseigner quelque part la valeur faciale. Parce que sur la fiche société, on renseigne l'information selon laquelle l'entreprise distribue les tickets restaurants. On renseigne le pourcentage de la part salariale, mais la valeur faciale se renseigne ailleurs, dans les montants particuliers. Si vous avez besoin de cette information, vous voyez les données. Ce n'est pas l'objet du cours d'aujourd'hui, mais si vous avez besoin de savoir où renseigner la valeur faciale d'un ticket restaurant, sachez que c'est dans le paramétrage montant particulier et vous trouverez l'information dans les données. Parce que je ne peux pas tout vous montrer aujourd'hui, ça ferait trop d'informations. Donc, si vous en avez besoin, sachez que dans les données, vous allez chercher comment renseigner un montant particulier. Gestion des titres de transport. Il faut cocher cette case, tout simplement pour avoir la possibilité dans chaque fiche société de dire quel est le transport qui est remboursé. Ce n'est pas à ce niveau qu'on dit quel est le montant qui est remboursé. Vous cochez juste cette case pour que dans votre fiche salariée, la partie remboursement transport soit dégrisée. Dans le doute, cochez, parce que de toutes les manières, ça ne déclenchera aucun paiement si vous ne renseignez pas le titre ni le montant dans la fiche salariée. Donc, surtout en région parisienne, vous avez pratiquement l'obligation vous aurez forcément un salarié qui viendra avec un titre de transport à rembourser. Régime social et fiscal. Donc, là, très souvent, les entreprises dépendent du régime général. Si vous avez une entreprise qui dépend des régimes spéciaux, comme la MSA ou pour les notaires de la CRPCN, c'est à cet endroit-là que vous le modifiez. Si vous avez une entreprise qui dépend du régime de l'Alsace-Moselle, vous cochez la case et l'entreprise, l'article 36 de la prévoyance non cadre, vous cochez également.
on va passer ensuite au TOAT. Donc, je vais vous laisser renseigner la section 01. Ah non, la section, là, je le connais parce que je ne vous demanderai pas d'aller chercher la liste déroulante de tous les TOAT qui existent. Il est préférable d'avoir... Alors, 158 CD. Voilà. Il est préférable d'avoir la notification, hein, tout simplement, avec le code risque exact. L'information, si vous n'avez pas la notification, vous pouvez la trouver sur l'URSSAF. Et sans oublier que vous devez demander à tous vos clients, peu importe leur taille, d'avoir leur propre compte net entreprise et d'activer l'option de la gestion dématérialisée du TOAT. C'est une obligation depuis la fin de l'année dernière. À chaque code risque correspond un taux standard, comme c'est le cas. Le code risque 158 CD correspond au taux standard 2,17%. Si votre entreprise bénéficie d'un taux spécifique, parce qu'elle a demandé ou en fonction de l'effectif, vous le renseignez dans le taux spécifique. Mais par contre, il ne faudra pas oublier d'aller le modifier automatiquement. Si vous avez le taux standard, l'évolution en plus ou en moins se fera automatiquement. Mais si vous avez un taux spécifique, de toutes les manières, ça fait partie des vérifications à faire en début d'année. J'avais partagé en janvier 2022 la liste des vérifications en fonction des nouveautés. Il y a toujours en début d'année une liste de vérifications à faire pour le paramétrage de vos dossiers. Donc, pensez bien à le faire. Donc, taux spécifique, vous le renseignez, mais si votre entreprise n'a pas de taux spécifique, il est préférable de ne pas le renseigner pour bénéficier de la mise à jour automatique qui sera faite par CELEB. Alors, en dessous, on va aller en dessous. On va descendre. Donc là, c'est bon. Pour le TOAT, donc c'est bon. Je pense qu'il y a un seul TOAT dans l'entreprise. Donc, vous pourrez avoir des entreprises avec 2 taux. Donc, vous mettrez la deuxième section et c'est bon. Taxe et versement transport. Ça, c'est pour les entreprises de plus de 11 salariés qui sont soumises à la taxe et versement transport. Vous cochez cette case si vous souhaitez que le taux se mette à jour automatiquement. Bon, nous, notre effectif dans notre exemple, on n'est pas un plus de 10, donc on va faire un exemple pas trop compliqué pour cette première. Mais si vous avez une entreprise de plus de 11 salariés qui, dans certaines communes qui bénéficient, enfin, pour qui la taxe est due, vous cochez cette case pour que le calcul se fasse automatiquement. Ensuite, en dessous, c'est le lissage, hein, puisqu'il y a une période d'abattement en fonction de la date de franchissement de seuil. Plus bas. Taxe d'apprentissage. Fonctionnement pour les périodes antérieures à 2022. On va pas s'y intéresser parce que normalement, d'autres dossiers, on le reprend. On a choisi une date de montage en janvier 2022. Fonctionnement à partir de 2022. La taxe d'apprentissage, niveau établissement, on ne renseigne rien, normalement. Parce que vous verrez plus tard que le renseignement de la fiche société se fait en deux étapes. Là, on renseigne les informations de l'établissement et en dessous, on renseignera les informations de l'entreprise. Vous aurez des cas où vous avez des entreprises qui ont plusieurs établissements. Donc, pour revenir à la taxe d'apprentissage, si le fonctionnement de l'établissement est différent de l'entreprise, vous cochez cette case. Là, on est au niveau de l'établissement. Donc, l'assujettissement ou pas à la taxe d'apprentissage se renseigne au niveau de l'entreprise. Donc, vu que là, on est au niveau de l'établissement, si le fonctionnement est le même, vous n'avez pas à cocher cette case, en tout cas pas à cet endroit-là. En plus, c'est bien précisé, ne remplir cette case que si c'est différent de... l'établissement diffère de la société. Dans notre cas, non, on a un seul établissement et il ne diffère pas de la société. Donc, on ne va pas renseigner à ce niveau, on le renseignera plus tard. La taxe sur les salaires, si l'établissement est soumis à la taxe sur les salaires, vous cochez cette case. Pour rappel, hein, la taxe de salaire est due pour les entreprises qui ne sont pas soumises à la TVA. On n'est pas obligé de le gérer en paye, parce que c'est une déclaration fiscale qu'on peut gérer hors paye, mais si vous cochez la case et que vous renseignez bien le paramétrage, vous aurez la possibilité via SILAE de faire la déclaration de la taxe d'apprentissage. Il y a des entreprises qui ne le font pas sur paye, hein, qui prennent les informations et qui vont le saisir directement sur la DGFiP, mais voilà.
La CVAE n'existe plus. Enfin, elle ne passe plus en DSN, donc cette information, vous n'avez pas besoin de vous en soucier. Exonération, jeune entreprise innovante, date de début d'exonération, si l'entreprise bénéficie de cette exonération-là de jeune entreprise innovante. En dessous, on a les effectifs. Donc, ça peut être intéressant, surtout lorsqu'on a un effectif qui frôle les seuils de déclenchement ou d'exonération de certaines cotisations, de renseigner depuis quelle date. Nous, on va considérer dans notre exemple qu'on est moins de 10 depuis notre création, on n'a jamais bougé. Donc, ça n'a pas d'impact. Mais automatiquement, d'ailleurs, si votre dossier est sur SILAE depuis très longtemps, cet effectif est renseigné tout seul. Effectif selon, voilà, après il y a un mode de calcul différent selon le coût du travail et selon la sécurité sociale. Frais de santé. Par défaut, sur SILAE, parce que vous avez renseigné la convention collective, parce que ça c'est important, parce que vous avez renseigné la convention collective applicable, SILAE va paramétrer les frais de santé si une cotisation est prévue par la convention collective. Ce n'est pas le cas. Les entreprises ont toute l'obligation de mettre en place un contrat frais de santé pour leurs salariés. Mais toutes les entreprises, toutes les conventions collectives ne prévoient pas ce contrat-là. Il y en a qui ne prévoient uniquement que le contrat prévoyance. Il y en a qui ne prévoient rien du tout. Donc, dans ce cas, il faut forcément souscrire. Si là, il ne prévoit rien, puisque la convention collective ne prévoit rien. Dans le cas de la boulangerie, c'est prévu. D'ailleurs, il y a un organisme désigné qui est la G2R. Mais on a le droit, sous certaines conditions, d'appliquer autre chose. Donc, si votre convention collective prévoit un contrat frais de santé et que vous avez souscrit à un autre organisme avec un autre taux de cotisation, il faut cocher application du paramétrage spécifique du dossier. Ça permet de neutraliser les cotisations de frais de santé conventionnels. Pour ceux qui gèrent les dossiers Syntec, Bureau d'études techniques, très souvent, moi je n'en ai pas beaucoup vu des Syntec qui ont des contrats conventionnels, très souvent le contrat frais de santé est souscrit chez Alan par exemple, hein, pour ne citer personne, est souscrit chez Alan qui a un taux de cotisation forfaitaire, 53 € par salarié. Donc là, il faut cocher la première case, on ne va pas le cocher là, mais dans ce cas, il aurait fallu, si jamais on n'avait pas les cotisations conventionnelles, il aurait fallu cocher la première case pour dire application spécifique au dossier. Dans ce cas, ça désactive la cotisation mutuelle que la mutuelle, ce n'est pas prévu pour la prévoyance pour l'instant, ça désactive la cotisation mutuelle conventionnelle et nous devons aller créer notre propre cotisation. Ce n'est pas l'objet du cours d'aujourd'hui, mais je vous dis juste ce qu'il y a lieu de faire dans ce genre de situation. Vous n'avez pas une cotisation, n'allez pas forcer ce qui existe. C'est pas très évident de le faire comme ça. N'allez pas forcer les cotisations conventionnelles qui existent, désactivez-les et créez vos propres cotisations et créez également vos propres questionnaires. Mais ça, vous le verrez dans la deuxième partie, dans un deuxième niveau de formation. Ça, c'est pour ce qui est de frais de santé. Là, en dessous, on va passer au questionnaire conventionnel. C'est quoi le questionnaire conventionnel? Le questionnaire conventionnel, alors, pour vous, comment je vais dire ça? SILAE prévoit les paramétrages prévus par la convention collective. Mais parfois, la convention collective, ce n'est pas que la convention collective n'est pas claire, mais il y a besoin d'informations supplémentaires pour savoir quoi appliquer. Je prends l'exemple, par exemple, là, la première question, indemnité pour frais professionnels. Donc, la convention collective de la boulangerie prévoit que le personnel de fabrication bénéficie pour chaque jour travaillé d'une indemnité professionnelle. S'ils ne sont pas nourris, à ce moment-là, SILAE, pour savoir s'il déclenche ou pas cette indemnité, à un moment donné, je dois lui dire si je nourris mes boulangers ou pas. Donc, le paramétrage est prévu, mais parfois, l'outil a besoin d'une information complémentaire pour savoir quoi appliquer. Parfois, il y a deux possibilités ou deux primes. Hein. On dit par exemple, si vous êtes du transport des personnes, vous avez telle cotisation. Si vous êtes du transport de marchandises, vous avez telle autre cotisation pour la même convention. Donc, à un moment donné dans mon dossier, j'ai besoin de renseigner en disant je ne suis pas de la marchandise, je suis du transport. C'est ce qu'on appelle questionnaire conventionnel.
Ce sont des informations supplémentaires qu'on apporte à l'outil pour savoir exactement les paramétrages ou les primes ou pas qu'il doit déclencher. Pour revenir à notre exemple de la boulangerie, dans la convention collective de la boulangerie, les ouvriers boulangers et les ouvriers pâtissiers, s'ils ne sont pas nourris, ils ont droit à un panier. Donc, dans mon exemple, ils ne sont pas nourris, donc ils auront droit à un panier. Il faut que je coche cette case. Et le fait de cocher cette case, à chaque fois que je vais créer un salarié qui sera boulanger ou qui sera pâtissier, un panier se déclenchera automatiquement par jour travaillé. Là, en dessous, la convention, alors disons qu'il y a un débat là-dessus. Il y en a qui pensent que les apprentis doivent avoir droit, d'autres pas. Donc, comme si l'AE ne souhaite pas trancher, ils nous laissent répondre à la question nous-mêmes. Ça aussi, ça arrive parfois. Donc, la convention collective dit les ouvriers boulangers et les ouvriers pâtissiers, mais le sujet des apprentis fait débat. Donc, pour ne pas trancher, ben, si l'AE laisse chaque gestionnaire décider s'il veut, oui ou non, et exclut les apprentis de ce panier-là. Moi, j'ai tranché, je les exclus. On a eu une jurisprudence, on en a discuté avec le représentant du syndicat de la boulangerie. Il considère que les apprentis ne bénéficient pas des paniers. Mais il y en a qui le versent quand même. Donc ça, c'est à chacun de défendre. Taux de majoration, c'est pareil. La convention collective prévoit une majoration pour les heures de nuit, les heures du dimanche et les heures de férié. Pour mémoire, les heures de nuit, c'est 25%. Les heures de dimanche, 20%. Et le férié, c'est 100%. Ne renseignez pas. Par défaut, ça se calcule automatiquement. Mais dans mon entreprise, je peux avoir négocié plus. Parce que la convention collective pour la nuit prévoit 25%, mais je peux avoir négocié en interne la majoration à 30%. C'est pour ça que j'ai la possibilité de renseigner ça. Mais si je ne mets rien, la majoration légale, la majoration conventionnelle va s'appliquer. Donc, pour revenir à notre exemple, on ne renseignera rien. Là, on est sur le questionnaire conventionnel société, parce que l'outil a besoin de compléments d'informations au niveau de la société pour savoir quoi appliquer, mais il y a des informations dont on aura besoin également au niveau salarié. Donc, ce questionnaire conventionnel niveau société, on le retrouve également sur la fiche salariée. Prime de fin d'année. Donc, ça illustre bien l'utilité du questionnaire conventionnel. La convention de la boulangerie prévoit le versement d'une prime de fin d'année en décembre. Mais il y a des entreprises qui le payent en janvier. Très souvent, elles le payent en janvier parce que les boulangers attendent d'avoir passé les fêtes pour avoir de la trésorerie pour pouvoir verser cette prime de fin d'année qui est de 3,84%, je crois, du salaire annuel. Donc, il y en a qui souhaitent le verser tous les mois. Vous pouvez coucher et verser tous les mois. Il y en a qui le versent en janvier dans ce cas parce qu'en plus, c'est précisé, mois de versement, par défaut décembre. Mais si vous souhaitez le verser en janvier, vous mettez 1. Donc, le logiciel, il versera automatiquement la prime de fin d'année en janvier. Si vous le versez en février, vous mettez 2, ainsi de suite. Alors, payer chaque mois, non. Mais par contre, vous pouvez cocher 1 pour que la prime se verse. À la place de 0, vous renseignez le 1. Là, on aura une prime qui se déclenchera en janvier. En janvier 2022, on n'aura rien parce qu'on n'a pas d'historique. Et faites attention des primes qui se génèrent automatiquement si vous n'avez pas l'historique des salaires. Parce qu'on s'est fait avoir, non, on ne devrait pas l'avouer non plus. Parce que les dossiers qu'on a récupérés en cours d'année, on n'a pas forcément l'historique des 12 derniers mois. Donc, lorsque vous récupérez un dossier en cours d'année, soyez vigilants sur ce type de primes qui se génèrent automatiquement. Assurez-vous que le logiciel ait l'historique qu'il faut. Certaines entreprises choisissent de payer la prime de fin d'année en 2 fois pour ne pas avoir de soucis de trésorerie. Ils payent une partie en juillet, une partie en décembre. Nous, ce n'est pas notre exemple. On a choisi de payer en janvier. On attend d'avoir vendu les galettes pour pouvoir payer les salaires. Toutes les questionnaires conventionnels ne sont pas les mêmes. Bon, je pense que c'est évident, mais je préfère le dire. Tous les questionnaires conventionnels ne sont pas les mêmes. C'est vraiment en fonction de ce qui est prévu par la convention collective que l'outil a besoin d'informations complémentaires pour savoir quelle décision prendre, quoi payer. Si la convention n'est pas claire, il y a des sujets sur lesquels on n'a pas besoin de questionnaire conventionnel parce qu'il n'y a pas de débat, il n'y a pas besoin d'informations complémentaires. Pour revenir à la boulangerie, le taux de cotisation retraite de la boulangerie n'est pas le même que le taux de cotisation national. Ça, c'est paramétré. On n'a pas besoin de nous poser une question dans la convention collective pour savoir quoi appliquer parce que c'est clair. Il n'y a pas besoin d'informations complémentaires.
Mais pour le reste, comme c'est le cas du mois de versement de la prime, par défaut, c'est décembre, mais voilà, c'est quand même bien qu'on me laisse la possibilité de payer à une autre période. Les frais de santé, ne pas gérer la rétroactivité de la cotisation. Pourquoi on a cette question? Les cotisations, la G2R est très ancrée dans le syndicat de la boulangerie. Donc, parfois, conventionnellement, il est négocié, d'ailleurs, c'est le cas en ce moment, conventionnellement, il est négocié une augmentation des cotisations de frais de santé. Mais ce n'est applicable immédiatement aux entreprises qui ont souscrit un syndicat. C'est le cas actuellement. Je pense qu'on est à 48 euros, je ne sais pas si je ne me trompe pas. Donc, on est à 48 euros de cotisation de frais de santé par patronal, par salarial, mais c'est non étendu. Donc, les personnes qui adhèrent au syndicat payent déjà 48 euros de cotisation mutuelle, mais les non-adhérents ne payent pas encore. Mais lorsque ça sera étendu, il faudra rembourser tous les mois où les autres vont payer 48 euros. Donc, la rétroactivité se fait automatiquement et si je ne souhaite pas de rétroactivité, je coche cette case. Je pense que c'est le cas en ce moment. Parce que la cotisation mutuelle dans la boulangerie a augmenté, mais l'avenant n'est pas étendu. Donc, les adhérents payent plus cher que les non-adhérents. Allez savoir. Dernière question, du questionnaire conventionnel, je vais y arriver. Dernière question du questionnaire conventionnel, prévoyance complémentaire, garantie maintien. Alors, cette question, qu'est-ce que ça signifie? Disons que c'est un débat qui n'est pas tranché. Parce que pour revenir à la CSG, les cotisations soumises à la CSG, je fais une petite parenthèse au cours sur la base de CSG. La base CSG se calcule, c'est 98,25% du brut, auquel on rajoute la part patronale des cotisations mutuelles et prévoyance, mais pas toutes les cotisations prévoyance, parce que certaines cotisations prévoyance ne rentrent pas dans la base CSG parce qu'elles ne sont pas considérées comme un bénéfice pour le salarié. Le maintien de salaire, par exemple, si l'entreprise souscrit à un contrat qui permet de l'indemniser en cas enfin de lui rembourser le maintien de salaire, certaines URSSAF considèrent que ce n'est pas un avantage pour le salarié parce que c'est une obligation que l'entreprise a. Ce n'est pas un contrat auquel l'entreprise a souscrit qui a un avantage supplémentaire pour le salarié parce qu'il a souscrit à un contrat pour se prémunir d'une obligation qu'il a déjà. Donc, cette cotisation-là, normalement, ne devrait pas rentrer dans la base CSG. Mais certains disent que si. Il y a un débat là-dessus. Donc, il y a une petite cotisation de la part patronale prévoyance qui, pour certains, rentre et d'autres pas. Par défaut, SILAE ne le fait pas rentrer dans la base CSG. Mais si vous avez un doute et vous pensez que SILAE a tort, vous cochez cette case. Tout ça pour ça. C'est pour dire qu'il y a des sujets qui ne sont pas tranchés. Et ça, c'est très intéressant aussi, c'est l'un des avantages de SILAE. On a la possibilité de faire autrement. On parlera des méthodes plus tard. Parce que SILAE nous laisse trancher sur des sujets conventionnels, mais on a la possibilité également de trancher sur des sujets légaux. Je prends l'exemple d'un stagiaire. La loi ne prévoit pas que le stagiaire soit rémunéré un jour férié. Donc, par défaut, quand vous avez un salarié qui est un stagiaire, il n'est pas rémunéré le jour férié. Mais si moi, je souhaite payer mon stagiaire le jour férié, c'est un sujet légal, mais dans ce cas, il y a des méthodes pour ça, mais on en reparlera d'ici la fin de la formation. Donc, le logiciel est paramétré. Beaucoup d'obligations légales et conventionnelles sont prévues, mais on a quand même la souplesse et la possibilité de faire différemment si on souhaite, dans une certaine limite. Ça, c'est pour ce qui était de la fiche société, en fait, établissement. Parce qu'on a rempli les informations de l'établissement et là, on remplit la société, l'entreprise, en fait. Si vous avez plusieurs établissements, vous aurez autant d'onglets, enfin, autant de fiches à remplir que ce qu'on vient de faire. On passe à la société. L'employeur signataire, vous le renseignez à nouveau. Le même, hein, je crois que c'était M. Boulanger Gérard qui était gérant.
personne à contacter, vous renseignez, vous laissez par défaut, ça mettra le collaborateur paye affecté. Alors, méthode. Donc, dans la fiche société, on choisit les méthodes qui vont être appliquées sur la paye. La première méthode était très intéressante. Je pense qu'on se souvient tous plus ou moins vaguement de la période Covid et de la manière dont on s'est arraché avec ça. Pour rappel, lorsqu'un salarié, là je vais prendre la loi, je ne prends pas les dispositions conventionnelles. Lorsqu'un salarié ayant plus d'1 an d'ancienneté et un arrêt maladie, il bénéficie d'un maintien de salaire à 90%, je crois, passer une période de carence de 7 jours. Supposons que c'est une disposition conventionnelle. Un salarié qui a 1 an d'ancienneté bénéficie de maintien de salaire à 90%, passer une période de carence de 7 jours. Pendant la période Covid, les carences ont sauté. Donc, un salarié, peu importe son ancienneté d'ailleurs, est en arrêt pour motif de Covid, puisqu'on le renseignait dans l'attestation de salaire. Donc, on sait qu'il s'agit d'un arrêt Covid, on le renseigne dans l'attestation de salaire. Donc, le logiciel calcule automatiquement un maintien de salaire. Donc, pour reprendre l'exemple du salarié qui a 1 an d'ancienneté, auparavant, il avait 7 jours de carence. C'est un arrêt Covid, il n'y a pas 7 jours de carence. Donc, les 7 premiers jours, on est en maintien légal, puisque la loi a dit maintien 100%, je crois, sans carence. À partir du 8e jour, il faut se poser la question, est-ce qu'on est légal, on reste légal ou bien on redevient conventionnel? Donc, ça faisait des calculs, on ne s'y retrouvait plus. Pour être honnête, c'était très compliqué parce qu'il y avait un moment où on était conventionnel, ensuite on rebasculait au légal, après on revenait au conventionnel. Normalement, on doit comparer le plus favorable entre la loi et la convention. Mais là, pendant la période Covid, c'était très complexe. Par défaut, le logiciel continue à faire la comparaison entre le légal et le conventionnel. Mais finalement, je pense qu'il y a des entreprises qui ont décidé de ne pas le faire illégalement, mais qui ont décidé de ne pas le faire déjà parce que financièrement, ils n'en avaient pas les moyens. Parce qu'il faut les comprendre aussi, le salarié est en absence pour Covid. L'entreprise rencontre des difficultés parce que c'est le Covid. Les organismes de prévoyance ne remboursent pas le maintien de salaire des maladies dues au Covid. Mais à ces mêmes entreprises, on demande de maintenir le salaire à 100% des salariés qui ne sont pas là. Donc, c'était un petit peu compliqué pour certaines personnes qui ont fait le choix de ne pas maintenir le salaire ou de ne pas faire la comparaison entre le légal et le conventionnel. Pour ces personnes dans l'illégalité, que je ne dénoncerai pas, il fallait cocher la case sans comparaison avec le maintien. Calcul automatique des maintiens sans comparaison avec le légal plutôt. On ne le coche pas, nous on fait les choses bien. On compare. On compare entre le conventionnel et le légal. En dessous, méthode pour le suivi des absences. Pour ceux qui ont suivi une formation paye, je pense qu'il y a plus d'une dizaine de méthodes de calcul entre le réel, la moyenne, calendaire, ouvré, ouvrable. Il y a plusieurs méthodes, donc c'est vous qui choisissez. Il y a des méthodes qui sont validées par la Cour de cassation. Il y a des méthodes qui sont pratiquées par les gestionnaires de paye pour la paix des esprits. Et je vous dirai pourquoi. Donc, traitement des absences en jour calendaire. Si vous traitez les absences en jour calendaire, vous mettez oui, non, ou voilà, en fonction de ce que vous souhaitez. Le suivi des absences, c'est séparé. En heures, en jours, c'est vous qui décidez également. On revient à la méthode de la moyenne et du réel. La méthode de calcul des absences au réel, c'est la méthode validée par la Cour de cassation. La Cour de cassation considère que la valeur d'une heure, pour un salarié mensualisé, la valeur d'une journée ou d'une heure de travail n'est pas la même tous les mois. La valeur d'une journée de travail en janvier n'est pas la même en février. C'est ça qu'on appelle au réel. Donc, lorsqu'un salarié est absent en janvier, je calcule le nombre d'heures théoriques et c'est comme ça que je valorise la valeur de son absence. Lorsqu'un salarié est absent en février, donc tous les mois, je vais calculer la valeur de la journée en fonction du nombre de jours théoriques réels. Donc, c'est ça qui est validé. Mais dans la pratique, entre nous, allez expliquer pour ceux qui sont gestionnaires de paye et prestataires, allez expliquer à une entreprise pourquoi le salarié absent en janvier n'a pas la même absence qu'en février. Entre nous, on se comprend. Mais ce n'est pas toujours évident de faire comprendre aux entreprises et ça l'est encore moins de le faire comprendre aux salariés.
Un salarié qui a 12 € de l'heure, en janvier, il est absent 12 €. En février, la même absence, la même heure, je lui déduis 12,50 €. Il ne comprendra pas. Moi, j'ai des raisons. Mais pour la paix dans mon travail, je choisis la moyenne. Et comme je vous dis à nouveau, c'est mon choix. Mais sachez que la méthode validée par la Cour de cassation, c'est la méthode réelle. Donc là, on va regarder la moyenne. C'est moi qui décide. On va garder la moyenne, mais voilà, c'est juste un petit peu pour vous expliquer tout ce que cela signifie et quelles sont les conséquences derrière. La méthode de la moyenne, honnêtement, elle est tolérée. Mais si vous voulez vraiment bien faire les choses, allez au réel, mais soyez prêts à l'expliquer au cas où on vous le demande. La déduction des heures majorées se fait soit en jour, soit la semaine. Alors, je vais vous dire à quoi ça correspond, ça. Un salarié qui est absent 39 heures dans la semaine, je vais prendre un chiffre rond, 40 heures. Un salarié qui est absent 40 heures dans la semaine, donc qui travaille 40 heures dans la semaine, donc ça fait 8 heures par jour. S'il est absent une journée, il y a deux manières de faire. Il est absent une journée, ça veut dire qu'il est absent 8 heures. Soit vous lui enlevez toutes les heures supplémentaires d'abord, c'est la méthode à laquelle j'ai été formée, à la DIE. Donc, lorsqu'un salarié est absent, on enlève toutes les heures supplémentaires qui étaient prévues cette semaine-là, et ce n'est qu'après qu'on lui déduit les heures normales. Ça, c'est la déduction des heures à la semaine. Il y a une autre méthode, déduction des heures à la journée. Donc, le salarié est absent une journée, 8 heures. Je ne lui enlève pas d'abord les 5 heures supplémentaires. Je considère qu'il y a uniquement une heure supplémentaire qui est manquante. Donc, je lui enlève une heure supplémentaire et 7 heures normales. On le reverra dans la pratique quand on renseignera les heures effectuées par les salariés. Donc, en fonction de la méthode que vous souhaitez appliquer, sachez que c'est là qu'il faut le renseigner. Calcul automatique des maintiens de salaire. C'est si vous voulez que le maintien de salaire se calcule automatiquement par rapport à ce que prévoit la convention et par rapport à l'ancienneté du salarié. SILAE le fait bien, normalement. Calcul automatique des maintiens de salaire. Sur la base du bulletin courant, ça veut dire que pour calculer le maintien de salaire, SILAE va faire un calcul d'un bulletin normal. Donc, il va rétablir le salaire pour savoir quel aurait été le salaire normal du salarié. Donc, ici, en dessous, là, la case sur la base du bulletin courant, c'est pour savoir quel est le mois de référence pour établir le salaire. Est-ce que pour établir le salaire, vous prenez le mois courant? Donc, ce que SILAE va faire, c'est qu'il va calculer un bulletin comme si le salarié n'était pas absent. Et c'est sur cette base-là qu'il va maintenir le salaire. Si vous souhaitez que votre salaire de référence pour la valeur du maintien, ce soit sur la base des 3 précédents mois, vous écrivez 3. Sur la base des 12 mois, par exemple, les commerciaux qui ont une rémunération très variable, vous pouvez choisir qu'en cas de maladie, le salaire pris en référence pour établir le salaire soit la moyenne des 12 derniers mois. Donc, vous cochez à cet endroit-là. Ensuite, l'entreprise pratique la subrogation. Je les déconseille fortement parce que c'est prise de tête également. Donc, si votre entreprise pratique la subrogation, vous cochez cette case-là. À savoir aussi que même si cette case n'est pas cochée, au moment de la déclaration, soit de l'attestation de salaire, soit du signalement, vous pouvez demander la subro. Donc, que ce soit prévu ou pas dans votre fiche société, vous pouvez au moment de la déclaration, à ce moment-là, ça se décide. Le fait que ce soit coché là, ça aura juste pour conséquence de le mettre par défaut. Mais vous aurez toujours la possibilité de modifier, soit en mettant la subro, soit en la supprimant. Alors oui, à partir de ça, c'est un cas un petit peu complexe, hein, parce que lorsque on applique, je ne sais pas si je dois en parler ou pas, l'arbitrage de l'absence. Parce que lorsqu'un salarié est absent, un salarié mensualisé est absent, l'arbitrage, soit on paye le plus favorable, enfin, soit on, non pas on paye le plus favorable, soit on déduit l'absence, soit on paye la présence. Donc, vous pouvez avoir un salarié qui est absent 2 jours, mais vous voyez en absence 16,67. Vous vous dites, mais pourquoi 16,67? Parce que si on déduisait au réel, le nombre d'heures payées était inférieur au nombre d'heures réalisées. Ça, c'est lorsqu'on est à la méthode moyenne. Mais ce n'est judicieux que si l'arbitrage se fait au-delà de 6 jours de présence. Bon, ça, c'est un sujet un petit peu complexe. On le reverra sur une autre formation, si vous voulez bien. Alors, en dessous, on a quoi? Méthode pour le suivi des congés payés. En jour ouvrable, en jour ouvré, en jour calendaire. C'est à cet endroit que vous faites le choix.
La retenue des congés payés se fait en jour, hein, c'est préférable de le faire en jour, mais parfois, certains dossiers dans le bâtiment préfèrent le faire en heure parce que vu qu'il n'y a pas de paiement, c'est plus pratique et plus lisible pour le salarié que les absences soient déduites en heure. Pour les salariés qui ne sont pas de la CIBTP, je conseille de laisser en jour parce qu'on déduit des jours, on paye des jours. Mais pour le bâtiment, vous pouvez mettre des heures. Mais voilà, ça, c'est à vous de choisir. La gestion des congés payés se fait exclusivement en jour, donc ça, c'est à vous de choisir. L'arbitrage, donc paiement du 10e, à quel moment, c'est à cet endroit-là que vous décidez aussi comment vous souhaitez, vous, que votre dossier soit traité. À chaque prise, lors de la dernière prise, ou ma clôture de congés payés ou manuellement. Alors, petite astuce, on a tous, les gestionnaires de paye, au moins un client qui ne veut pas payer le 10e parce qu'il dit c'est hors de question que mon salarié gagne plus quand il est en congé. On ne va pas les citer ces clients, mais ils existent. Donc, si vous ne souhaitez pas que le 10e se calcule, vous ne souhaitez pas qu'un salarié, je n'irai que je l'ai dit, vous ne souhaitez pas qu'un salarié soit payé au 10e s'il est en congé, il faut cocher manuellement. L'arbitrage des congés payés se fait manuellement. Donc là, ça désactive la comparaison entre le 10e et le maintien. On va plus bas, on peut descendre. Base pour le... Hop, pas trop. Là, on est bon. Base pour le calcul de l'ancienneté. Le calcul de l'ancienneté, par défaut, la plupart des conventions collectives prévoient le calcul de la prime d'ancienneté sur le minimum conventionnel. Mais vous pouvez choisir de le faire sur le salaire de base. Donc, c'est à cet endroit-là que vous décidez. On a l'effectif. L'effectif, tout à l'heure, on renseignait l'effectif pour l'établissement. Et ici, on renseigne l'effectif pour l'entreprise. Cet effectif est pertinent. Parce qu'il y a des cotisations qui se déclenchent ou pas en fonction de l'effectif par établissement. La taxe transport, par exemple, c'est l'effectif par établissement qui est pris en compte. Alors, il y a d'autres cotisations où c'est l'effectif par société. Social et fiscal. La société a fait à la caisse des congés payés, vous cochez là. L'entreprise en paye décalé, vous cochez également. En cas de sortie de salarié le jour, non, enfin, non, on coche si c'est, non, je ne sais pas. Je veux dire, si vous êtes à la caisse des congés payés, vous allez cocher. L'entreprise en paye décalé, on ne coche pas du tout parce que quelle horreur la paye décalée. En cas de sortie de salarié, le jour de versement de salaire est changé. Ouais, bon, ça, c'est les petits détails. En cas de sortie, le paiement, oui, c'est ça. Ça, on a déjà eu le cas. Par défaut, lorsqu'un salarié sort, le paiement se met par chèque. Donc, si vous ne voulez plus que ce soit le cas, c'est là que vous le décochez. On a déjà eu plus d'une fois d'une entreprise qui disait pourquoi est-ce que c'est marqué paiement par chèque? Moi, le sort de tout compte, je paie par virement. Donc, vous décochez là. Par défaut, c'est coché. Donc, sachez-le, si jamais vous voyez que vos soldes de tout compte, c'est marqué par chèque, il faut savoir que vous allez dans la fiche société et vous cochez ou décochez. Forfait social sur les cotisations de prévoyance, ça c'est pour les entreprises depuis les salariés. Toute la partie qui rentre dans la CSG par patronat des cotisations de mutuelle et de prévoyance, elles sont soumises également au forfait social à 8%, anciennement appelé taxe prévoyance. La société ayant opté pour le régime fiscal de société de personnes, c'est pas notre cas. En dessous, on descend. Le FNAL supplémentaire, non. Dans notre cas, non. Mais pour les entreprises de plus de 50 salariés ici, il faudrait cocher. Et ne pas oublier de tenir compte de l'année d'assujettissement. Parce qu'une entreprise qui vient de franchir le seuil de 50 salariés, depuis la loi Pacte, il y a 5 ans d'exonération. Donc, tenir compte de ça lorsque vous paramétrez vos dossiers, il faut bien vérifier quelle est la date de franchissement de ce seuil. Déduction forfaitaire patronale, c'est pareil, hein, en fonction de votre... Donc, en fait, là, on est vraiment au paramétrage de l'effectif, les cotisations qui vont se déclencher en fonction de l'effectif de l'entreprise. Lorsqu'on était au niveau de ces sociétés, comme je vous l'ai dit, il y a des cotisations qui se déclenchent en fonction de l'effectif de la société. C'est le cas de la cotisation taxe transport. Mais là, on est au niveau établissement. Là, on est au niveau société. Donc, je me répète, je pense que je me suis enlevé les pinceaux. L'effectif établissement est important pour le versement de taxe transport en fonction de l'adresse de situation. Ce n'est pas dans toutes les entreprises de plus de 11, c'est en fonction de l'adresse à laquelle est situé l'établissement.
Donc, c'est vraiment une cotisation en fonction de l'effectif établissement. Là, on est au paramétrage des cotisations en fonction de l'effectif au niveau entreprise. C'est pour ça que c'est à ce niveau-ci que ces questions-là sont posées et non au niveau de l'établissement qu'on a déjà fait plus haut. Le final supplémentaire, si l'entreprise est plus de 50, depuis plus de 5 ans. La déduction forfaitaire TEPA, qui n'est pas la même si on est plus ou moins de 20. L'effort construction, voilà, vous cochez la case. On va descendre. Enfin, là, on ne coche pas, mais si vous êtes plus de 20, vous cochez la case. On va descendre. L'assujettissement à la taxe d'apprentissage, c'est là qu'on le dit. On ne l'aurait dit sur l'établissement que si l'établissement était différent de la société. Donc là, vous cochez assujetti à la taxe d'apprentissage. Et si vous ne l'êtes pas, il faut préciser le motif. C'est une obligation depuis janvier 2022. Donc là, l'entreprise est bien soumise à la taxe d'apprentissage, vous cochez la case. C'est tout. Participation à la formation professionnelle, moins de 11, ça c'est bon. Forfait social, moins de 50. Je ne sais pas pourquoi par défaut il laisse plus de 250, je ne sais pas. Moins de 50. Forfait social, participation, intéressement, moins de 50. OK. L'exercice comptable, vous n'êtes pas obligé de renseigner. Hein. C'était une information qui était obligatoire quand ils ont essayé de faire passer la CVAE dans la DSN. Dieu merci, ça n'a pas abouti. Mais bon, donc c'est pas grave si vous ne renseignez pas l'exercice comptable de votre entreprise. Les coordonnées bancaires, vous renseignez soit le RIB, soit l'IBAN. Alors, je vais vous donner un RIB, je ne sais pas à qui il est celui-là. Je vais vous donner un RIB, c'est le 1695 8. Il y a combien de zéros ici? 004 fois et 1. 4 fois 0. 1. 34. 61. 85. 92. 025. 56. Entrée. Si on ne s'est pas trompé. Voilà. Donc, soit vous renseignez le RIB, uniquement le RIB, soit vous renseignez l'IBAN. Moi, je préfère renseigner le RIB, parce que de toutes les manières, il va reconstituer un IBAN avec le RIB. Le RIB, je trouve qu'il est plus facile à renseigner. Si l'entreprise a plusieurs RIB, vous en renseignez autant que vous en aurez. Alors, on va aller plus bas. On descend. Alors, le questionnaire salarié, ça, on ne va pas en parler. On en a besoin pour des paramétrages complexes, donc c'est pour ça que je n'en parle pas. Et puis, pour le reste, on est la dernière étape, hein, la gestion des matricules. Si vous voulez, les matricules se génèrent automatiquement. Quelle est la longueur des matricules? Par défaut, les salariés apparaissent par nom, prénom ou par matricule. Voilà, calcul automatique des entrées, gestion des entrées sorties des salariés, calcul automatique des entrées sorties désactivées. C'est dommage de les désactiver. Calcul automatique des régularisations désactivées, non. Ça, c'est important. Le module gérant les contrats à très courte durée est activé. Le module gérant les contrats à très courte durée, c'est un module qui permet de gérer les entreprises qui ont beaucoup d'extra, des contrats très courts. Par défaut, ce module s'active lorsque vous avez un dossier qui est une convention de l'hôtel, café, restaurant, l'animation, le spectacle. Néanmoins, il y a des entreprises qui ne font pas partie de ces 3 conventions, qui ont également des contrats à très courte durée, pour une raison ou pour une autre. Et si vous souhaitez que ce module soit activé, malgré le fait que vous ne soyez pas dans l'une de ces 3 conventions, vous cochez la case en dessous. Cochez-la quand même, parce que ça peut être intéressant. Celle-là, voilà. Donc, c'est cette case qui vous permet d'activer le module de gestion des contrats à très courte durée. Vous sauvez. Sauver sur la droite, pardon, excusez-moi. C'est pour ça que c'est bien que vous teniez la souris, parce que comme ça, je suis sûr que je dis les informations comme il faut. Sur la droite, vous sauvez. La droite, vous voyez sauver? En haut, à droite, pas très haut. Voilà. Oui, c'est juste un message d'alerte qui sans trop grande conséquence. Vous voyez le module qui s'est mis CTCD?
avec les 3 étoiles, c'est le fait d'avoir coché la dernière case qui a activé ce module de gestion des contrats à très courte durée. Sachez que ce module existe. Ça ne sera pas l'objet du cours d'aujourd'hui, ni de la semaine prochaine, mais le fait de savoir que ça existe, le jour où vous en aurez besoin, allez dans les lignes. Vous tapez contrat très court. Je vous montrerai également comment utiliser les lignes. Vous tapez contrat à très courte durée et vous trouvez les infos. Donc voilà pour ce qui est de la fiche salarié. Je vous propose de faire une petite pause de 15 minutes. On se retrouve à 11h15 11h25. 11h25, on se retrouve pour quelques questions et on continuera avec la création de la fiche salariée. Si ça vous va. À tout à l'heure, 11h25, on se dit, et puis quelques questions et on reprend avec la fiche salariée. Pour vous laisser le temps de souffler un petit peu, de digérer tout ça. À tout à l'heure.